Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du dimanche 1er décembre 2024. À l'une des actualités de ce jour, le FPVM, ou Nouvelle Église protestante de Madagascar, a organisé ce dimanche un culte afin de prier pour la nation. Le président de la République, Andry Rajoelina, a assisté à ce culte qui a également marqué le 50e anniversaire du service pastoral du pasteur Jean-Joseph Radjianotwanj, fondateur de cette église réformée. Le président a souligné que la foi permet de faire face à toutes les difficultés de la vie ou du pays lors de cet événement. Judikel Rajanirin sur les images de Andrew Razadebe. Des milliers de croyants issus de l'église FPVM, la nouvelle église protestante de Madagascar, se sont réunis aujourd'hui au stade couvert de Mamasn pour un culte afin de prier pour la nation. Le président de la République, Andry Rajoelina, y a assisté. Madagascar est confronté à des difficultés. Tous les Malgaches, aussi bien les habitants que les dirigeants, a déclaré le pasteur Dad Radjianotwanj. Nous devons donc gagner grâce au pouvoir de la foi, a-t-il déclaré. Une raison de continuer à prier pour le pays. La venue du président de la République, Andry Rajoelina, à ce culte confirme l'importance de la foi, non seulement pour chacun, mais pour le pays tout entier. La foi, l'éducation spirituelle et la reconstruction du pays sont complémentaires, surtout face aux difficultés qu'il faut surmonter, a-t-il précisé. La foi est la lumière qui éclaire la voie pour surmonter les problèmes, a déclaré le président malagasy. Pour sa part, le président fondateur du FPVM a souligné qu'il est important que Madagascar ait la foi et le fait d'avoir un président qui prie et solidaire avec les croyants est nécessaire. La célébration du 50e anniversaire du service pastoral du pasteur Jean-Joseph Radjianotwanj coïncide également avec ce culte et le président de la République l'a ainsi félicité et lui a offert un véhicule tout-terrain pour l'encourager dans l'accomplissement de sa tâche. 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. L'association FITI de la première dame, Miali Rajoelina, a également consacré cette journée à la campagne de sensibilisation et au dépistage gratuit du VIH-Sida au sein du centre de prise en charge intégré de Mamasn. Le ministère de la Santé publique travaille avec l'association FITI dans cet événement. Plus de détails avec Mervoula Sferen et Andrew Razadebe. Selon les statistiques, le taux de prévalence du VIH-Sida à Madagascar est encore faible compte tenu du nombre de personnes estimées être porteuses du virus au sein de la communauté. Néanmoins, beaucoup d'entre elles sont des jeunes. Se faire dépister est rassurant et préventif et il n'y a pas de quoi avoir honte selon les explications. Le dépistage est entièrement gratuit au sein des centres de santé de base et lors de divers événements comme celui organisé aujourd'hui par l'association FITI en collaboration avec le ministère de la Santé publique à Mamasn. Le dépistage du VIH-Sida passe par 3 étapes. Il est toujours bon, ont déclaré les agents de santé, de connaître son état de santé pour pouvoir le prévenir et pour pouvoir obtenir un traitement à temps afin que le VIH ne se transforme pas en sida si la personne est testée positive. En plus du dépistage, il existe d'autres mesures préventives pour se protéger du VIH-Sida, comme l'utilisation du préservatif et surtout le fait de rester fidèle à son partenaire. Pour marquer la journée mondiale de lutte contre le sida aujourd'hui, 1er décembre, l'association FITI de la première dame et le ministère de la Santé publique ont organisé un dépistage du VIH-Sida au centre de prise en charge intégré de Mamasn. Cet événement s'est déroulé sous le parrainage de l'épouse du président de la République, Miali Rajoelina. En effet, la lutte contre le VIH-Sida est l'une des principales préoccupations de l'épouse du président de la République, Miali Rajoelina, au même titre que la santé de la mère et de l'enfant, la santé des femmes et des personnes vulnérables, ainsi que la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Concernant les actualités des élections communales, la CENI a décidé de prolonger le délai de la réception des ordonnances de justice pour les inscriptions sur les listes électorales. La nouvelle date limite pour demander une inscription hors délai est désormais le 4 décembre. Les concernés doivent déposer leur requête auprès des tribunaux de première instance avant le 3 décembre. Par ailleurs, tout le matériel électoral est arrivé au niveau de chaque circonscription et la CENI est donc déjà prête pour les élections, a déclaré le président de la CENI lors de sa visite à Farafangan. Reportage de CN Khanirlantou.
Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, mais qui souhaitent voter lors des élections communales, ont encore du temps pour s'inscrire. En effet, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger le délai de la réception des ordonnances de justice pour les inscriptions sur les listes électorales. La nouvelle date limite est désormais le 4 décembre, si cela était fixé auparavant au 30 novembre. Cette décision va permettre à davantage de citoyens malgaches de remplir les conditions légales afin de figurer sur les listes électorales pour les élections communales et municipales prévues le 11 décembre 2024. Néanmoins, pour obtenir cette inscription exceptionnelle, les concernés doivent déposer leur requête auprès des tribunaux de première instance avant le 3 décembre. Les documents nécessaires incluent entre autres une copie de la carte nationale d'identité, un certificat de résidence et une attestation de non-inscription délivrée par la CENI avant le 3 décembre. Cette prolongation permettra d'intégrer les modifications validées dans les listes électorales, tout en respectant les délais d'impression et de déploiement de ces dernières. Par ailleurs, tout le matériel électoral à utiliser lors des élections communales se trouve déjà auprès du CED, qui sera distribué dans les 1695 circonscriptions et les bureaux de vote de toute l'île. La formation des membres du SRMV et des membres du Conseil électoral dans toutes les régions se poursuit également. La CENI déclare ainsi prête pour affronter les élections le 11 décembre prochain. Ensuite, le projet de loi LFI 2025 a été présenté devant les sénateurs de Madagascar ce samedi après-midi. Ce projet de loi a été adopté à 100% de ceux qui ont assisté à la réunion d'hier. Plus c'était avec Mervoula Tsviren. La ministre de l'Économie et des Finances a souligné plusieurs points lors de son intervention lors de la session ordinaire au Sénat hier après-midi, notamment concernant le volet économique. Ainsi, le taux de croissance du PIB est estimé à 5% en 2025 et pour y parvenir, de nombreux efforts seront déployés par le gouvernement, notamment sur le secteur agricole, à travers la culture de riz hybride, l'introduction de 6650 nouveaux fonctionnaires et les investissements dans des projets à grande échelle, tels que le projet axé sur la plantation de riz grâce à l'achat de nouvelles semences pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire et le projet de fourniture d'équipements pour produire de l'électricité grâce aux énergies renouvelables. Ce sont entre autres des projets principaux sur lesquels le gouvernement se concentre pour l'année à venir. La ministre de l'Économie et des Finances a également annoncé lors de la présentation de ce projet de loi que les investissements de fonctionnement de toutes les institutions gouvernementales et ministères ont diminué de 10%. Les investissements ont ainsi été orientés vers la production telle que définie dans ce projet de loi. Après la présentation de ces points par la ministre de l'Économie et des Finances, les sénateurs de Madagascar ont procédé à une commission mixte où ils ont discuté et examiné ce projet de loi régissant les finances publiques pour l'année 2025. Après les différents commentaires formulés par les sénateurs, ils ont procédé au vote. Ainsi, 100% de ceux qui sont venus assister à la réunion de ce samedi ont validé ce projet de loi. Le vendredi 13 décembre, à 15 h, aura lieu la cérémonie officielle de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat pour l'année 2024. Dans un tout autre sujet, le district à Timjan lance la première édition du concours agricole d'Aouamboul pour les agriculteurs de cette circonscription. Un concours destiné à promouvoir la culture de riz et de légumes. 13 communes de ce district seront les sites pilotes. Le district à Timjan travaillera avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi qu'avec le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire pour mener à bien ce projet. Sous les images de Anzar, Khazanaville. 13 communes du district à Timjan seront les sites pilotes du concours agricole d'Aouamboul. Les agriculteurs de chaque commune se regrouperont et seront dotés d'une parcelle de 1 hectare où ils cultiveront du riz hybride. Il y aura également une superficie réservée à la culture de légumes. Des semences et des engrais seront distribués aux agriculteurs au début du concours. Les 5 premiers de ce concours obtiendront un prix de 10 millions d'ariars émanant du député élu dans le district à Timjan, Andjirati Vayin. L'objectif de ce concours est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, particulièrement dans le district à Timjan, selon les informations.
Ce projet sera mis en œuvre conjointement avec le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Outre l'octroi de semences pour les agriculteurs, ils seront également formés pour améliorer leurs compétences. Environ 3000 agriculteurs issus du district d'Atsimjan bénéficieront en premier lieu de cette formation. L'ouverture officielle de ce concours agricole d'Awamboul aura lieu le 5 décembre à Mpaïtchoussi. Et la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption ou SNLCC sera présentée au grand public au début de l'année 2025 suite à des concertations régionales et thématiques qui ont eu lieu en septembre pour l'identification des actions prioritaires à mettre en œuvre. La stratégie de lutte contre la corruption sera améliorée afin que les citoyens puissent bénéficier des avantages et développer le pays, ont indiqué les responsables. Anna Martina. Plus de 1000 participants, issus des secteurs publics, privés et des partenaires techniques et financiers, ont contribué à l'élaboration du plan national de lutte contre la corruption. Des consultations régionales dans les 6 provinces et des ateliers thématiques ont permis de dresser un bilan exhaustif de cette SNLCC et de définir de nouvelles priorités adaptées aux réalités dans le pays. La nouvelle stratégie s'appuiera sur des consultations pour mettre en place des mesures concrètes et participatives avec l'ambition de renforcer l'engagement collectif contre la corruption. Un atelier national s'est tenu ce 28 novembre à Ivat, réunissant les principaux acteurs pour approuver les propositions et priorités de cette stratégie avant son adoption officielle début 2025. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, alors que la guerre entre Israël et le Hamas dure depuis plus d'1 an, l'aide humanitaire arrive toujours au compte-gouttes dans la bande de Gaza. L'aide alimentaire est largement insuffisante et selon les Nations Unies, 396 camions sont entrés en octobre contre plus de 3000 en septembre. À Gaza, vendredi 29 novembre, 3 femmes sont mortes pétinées lors d'une bousculade devant une boulangerie de Deir Bala où une foule s'était massée pour acheter du pain, ont indiqué des témoins et une source médicale de cette ville du centre de la bande de Gaza. France 24. Des cris de désespoir, tant l'attente pour ces enfants affamés est insupportable. La famine menace les 2 millions de réfugiés palestiniens. À Gaza, à cause des blocages de certains points de passage, l'aide alimentaire n'a jamais été aussi rare. Aucune n'est parvenue dans le nord en octobre. Dans le centre de l'enclave, une boulangerie de Deir el-Bala a rouvert ses portes. Pour obtenir de quoi survivre, la population se presse en nombre, quitte à risquer sa vie. Ma sœur est allée tôt le matin chercher un sac de pain pour ses enfants. Pendant qu'elle était à la boulangerie, une bousculade a éclaté dans la foule qui essayait d'obtenir du pain. Dans le chaos, elle a suffoqué et a perdu la vie. 3 femmes sont mortes, asphyxiées dans la foule devant cette boulangerie. Des journées entières à attendre, ne serait-ce que pour un sac de pain. Je sors à 3 h du matin pour chercher à manger pour mes enfants. À 3 h. Pourquoi ? Pourquoi mon père est mort, mon fils est mort, mon oncle est mort, mes cousins sont morts. Ils étaient tous dans le nord et nous sommes venus jusqu'ici pour presque rien. Le risque de famine pourrait encore venir aggraver la situation de la population gazaoui, déjà en grande insécurité alimentaire, et alourdir un bilan de plus de 44 000 personnes décédées en 1 an. Ensuite, des milliers de manifestants pro-européens sont descendus ce samedi dans les rues de Tbilissi, en Géorgie, pour une 3e soirée consécutive de protestation contre le gouvernement, accusé par l'opposition de détourner ce pays de ses ambitions d'adhérer à l'Union européenne. France 24. Le rassemblement a tourné à l'affrontement entre policiers et manifestants en fin de soirée. Des milliers de Géorgiens pro-européens qui défient le gouvernement après sa décision de repousser les discussions sur l'adhésion du pays à l'UE. Pour les protestataires, c'est une provocation de plus de la part de dirigeants autoritaires et inféodés à la Russie. Sur France 24, la présidente géorgienne, soutien indéfectible de la contestation, appelle les manifestants à rester unis et à l'organisation de nouvelles élections législatives.
Un parlement illégitime ne peut élire qu'un gouvernement illégitime et un président illégitime. Et mon mandat prendra fin lorsque le nouveau président légitime sera élu. Les manifestants exigent de nouvelles élections. Ils n'accepteront pas que la Géorgie soit dans le giron de la Russie. Une présidente lancée dans un bras de fer avec le gouvernement qui a durci le ton contre les manifestants ces 2 derniers jours. Quelques 150 personnes arrêtées pour désobéissance et vandalisme et des rassemblements dispersés à coups de canons à eau et lacrymogènes. Sous pression, les dirigeants du parti au pouvoir Rêve géorgien assurent vouloir rejoindre l'UE en 2030, mais accusent Bruxelles de chantage alors que le Parlement européen a appelé à l'organisation de nouvelles élections législatives. Ces 4 dernières années, nous avons assisté à 2 tentatives étrangères visant à organiser et financer une révolution. Mais les 2 ont échoué et la 3e échouera également. En Géorgie, il n'y aura pas de Maïdan. Vous savez ce que Maïdan a apporté à l'Ukraine. Des déclarations qui n'ont pas suffi à calmer les esprits. Des centaines de fonctionnaires, notamment dans les ministères, contestent le report des discussions d'adhésion à l'UE. Quelques 160 diplomates géorgiens estiment que c'est contraire à la constitution du pays. Et en Namibie, le premier tour de la présidentielle s'est enfin achevé. Après une interruption, le vote s'est poursuivi ce vendredi et samedi. Le scrutin, qui est l'un des plus indécis pour la SWAPO, parti qui gouverne le pays sans interruption depuis l'indépendance en 1990. France 24. Ce bureau de vote est le seul de Windhoek à avoir rouvert. Ici, la file d'attente avance rapidement. Vendredi, 2500 Namibiens ont pu déposer leur bulletin dans l'urne. Une fluidité qui satisfait les électeurs. Je suis très heureuse car la dernière fois, je n'avais pas réussi à voter. Mais aujourd'hui, j'ai réussi. Je suis très heureuse d'avoir voté. Des scènes bien différentes de celles observées mercredi. Pendant le premier jour du scrutin, de nombreux électeurs ont attendu jusque tard dans la nuit sans jamais pouvoir voter. La faute à des incidents logistiques et techniques. Face à ces problèmes, la commission électorale a décidé de prolonger le vote vendredi et samedi dans une trentaine de bureaux du pays. Insuffisant pour certains observateurs, mais déjà trop selon l'opposition, qui réclame l'arrêt des opérations de vote et annonce qu'elle rejettera les résultats. Je suis certain que le public comprendra que les fraudes électorales sont flagrantes et indéniables. Nous ne pouvons qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes sous quelque forme que ce soit. La Namibie se dirige vers la pire crise institutionnelle de sa courte histoire. Indépendant depuis 1990, le pays est gouverné sans partage par la SWAPO, qui voit sa popularité s'éroder chez une jeunesse massivement touchée par le chômage. La candidate de la formation, Netumbo Nandi Ndaitwah, pourrait être contrainte à un second tour inédit. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.